Je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 15 janvier 2026, c'est notre bulletin numéro 273 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanctions. Sanctions imposées par le tyran Emmanuel Macron et sa clique d'apprentis dictateurs dont Jean-Noël Barrot et le ministre Lecornu, c'est de la même veine. Mais rassurez-vous, nous continuons le combat, donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à tous nos canaux, de vous abonner surtout à notre lettre d'information hebdomadaire qui est en train de se mettre en place. Donc vous devez mettre votre email donc sur le site internet stratpol.com qui est en zone libre, donc il n'y a pas de problème, il n'est pas dans l'Union européenne. Et là vous avez un email de confirmation et vous confirmez donc sur cet email. Voilà, pour ceux qui veulent m'aider, encore une fois, vous n'avez pas le droit de me faire des dons. En revanche, mon épouse, Yulia, a lancé une cagnotte et là vous pouvez, pour aider ma famille, faire un don, voilà, si vous voulez aider ma famille. Moi directement, encore une fois, vous ne pouvez pas m'aider. Donc on aura également notre réunion, notre conférence privée Stratpol ce samedi, en fait samedi qui vient, puisqu'on a réussi à restaurer une partie de nos bases de données, donc on a retrouvé nos abonnés de l'époque. Donc voilà, donc on compte sur vous, c'est le moins qu'on puisse faire. Abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde et vous y retrouverez tous les auteurs que vous aimez bien, comme Laurent Ozon, Alain Soral, Sylvain Ferreira, voilà, tous ceux que nous également nous apprécions sur Stratpol. Le combat donc pour la liberté d'expression et le retour de l'état de droit en France continue. Il y a des choses intéressantes qui se passent. On a vu Elon Musk donc qui a tout simplement publié l'algorithme de X. Donc puisqu'en fait on le sait, hein, la Commission européenne voudrait qu'il y ait une censure non officielle qui soit exercée directement par X. Mais Elon Musk, comme Pavel Durov sur Telegram, eh bien ne veulent pas de cette censure. Et la solution qu'a trouvé Elon Musk, eh bien c'est de publier en fait l'algorithme en source ouverte qui fait que vous regardez tel ou tel, on vous recommande tel ou tel poste. Et après, si quelque chose ne va pas, eh bien la Commission européenne devra le dire ouvertement. Ça faut pas le faire, ça faut pas le faire. Donc c'est un très joli coup qui a joué Elon Musk. En tout cas, ça n'empêche qu'il faut, quoi qu'il arrive, même si vous êtes abonné sur X, il faut aller vous abonner sur Telegram, il faut vous abonner sur Odyssey, il faut vous abonner sur Rumble, il faut vous abonner sur VKontakte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Malheureusement, ceux qui suivaient mes vidéos sur le compte YouTube Un Monde Parfait, eh bien, alors je sais pas qui était derrière, ils reprenaient les contenus de Christelle Néant, les miens, et malheureusement, eh bien, la chaîne a été fermée, mais c'était quelque chose qui devait arriver. Donc encore une fois, les seuls canaux qui ne seront pas fermés, c'est Odyssey, Rumble. Ils seront peut-être invisibilisés, mais si vous avez un VPN ou si vous passez par un explorateur comme Tor ou comme Opera, eh bien dans ce cas, vous pourrez continuer à les regarder. Donc vous devez être un peu actif aussi. Moi, je continue le combat, rassurez-vous. J'ai passé une semaine avec mon avocat. On leur en prépare des belles. Ils vont être contents. Et d'ailleurs, un premier résultat, c'est que j'ai eu, en fait, l'espèce d'acte d'accusation de la part de l'Union européenne. Alors, avec une lettre d'accompagnement, puisqu'en fait, je ne savais toujours pas pourquoi exactement j'avais été condamné. Sur le site de l'Union européenne, il était marqué que j'avais prétendu que l'Ukraine avait organisé elle-même sa propre invasion pour entrer dans l'OTAN. Ce que je n'ai jamais dit, ça, je vous le garantis. Et donc là, j'ai obtenu donc l'acte d'accusation avec une lettre qui me dit que je ne dois pas la publier. Donc je ne la publierai pas, vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Enfin, je peux vous dire de quoi elle est composée. Elle est composée de coupures de presse. Il y a rien en fait. Cet acte d'accusation est vide. C'est une véritable honte. C'est un arbitraire le plus total. Donc en plus ils font ça en vous demandant de ne pas publier parce que évidemment si je publiais vous seriez abasourdi par ce déni de liberté d'expression, ce déni de démocratie. Donc voilà, dans cet acte, il n'y a rien que des coupures de presse. Donc c'est vraiment un déni de démocratie. Et donc j'irai jusqu'au bout, plus que jamais, devant les tribunaux français, internationaux, tout ce qui existe. Et je vais combattre pour la restauration de l'état de droit et de la liberté d'expression et la sortie de la France de l'Union européenne. Parce que là, vraiment, on est en face d'une véritable dictature, d'un véritable pouvoir tyrannique. C'est inacceptable. Le combat continue. Et on les aura.
Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, c'est un canal YouTube qui s'appelle Bataille de France, qui fait des évocations historiques des grandes batailles, et pas seulement de France d'ailleurs. Et là, j'ai bien aimé leur dernière publication, puisqu'il s'agit de ce moment où la Pologne a invité les chevaliers teutoniques à, en gros, s'emparer de Kaliningrad, c'est-à-dire donc de cette zone au bord de la mer Baltique qui deviendra ensuite Königsberg et ensuite, à partir de 1945, Kaliningrad. Je vous en avais parlé, j'avais toujours dit que le problème des Polonais, les Polonais sont un peuple très courageux, d'ailleurs les Russes en tant que soldats les estiment énormément, tous les échanges que j'ai eus avec des militaires russes, eh bien, ils étaient toujours très élogieux sur le soldat polonais. Le problème, c'est les élites, c'est-à-dire que les élites polonaises ont provoqué à plusieurs reprises l'effondrement tout ou partiel de la Pologne. Ça a été le cas justement par cette première bêtise qui était de faire venir les Germains sur les terres baltes. Ensuite, il y a eu l'effondrement interne de la Pologne, et bien sûr au moment du partage de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, au moment où la Pologne renaît, cette volonté impérialiste, géopolitique du général Piłsudski, qui d'ailleurs avait combattu avec les Austro-Allemands. Les Français ont soutenu le général Piłsudski, mais quelques mois avant, il se battait contre nous. Et donc le général Piłsudski de vouloir créer sa République des deux mers entre la mer Baltique et la mer Noire. Et évidemment, ça n'a pas marché. Et puis là maintenant, donc les élites polonaises. Donc ensuite, vous avez la collaboration des élites polonaises avec l'Allemagne nazie jusqu'à ce qu'il se fasse avoir en 1939. Mais c'est les premiers à signer un pacte en 1934. Et aujourd'hui, vous avez toujours ces délires que l'on voit du côté des conservateurs du PiS comme de la gauche autour de Donald Tusk qui veut cette initiative des trois mers. Ça leur suffisait plus, la mer Noire et la mer Baltique, et maintenant ils veulent même aller en mer Adriatique. Donc c'est intéressant parce que je pense que précisément c'est la première grande erreur des élites polonaises, c'est d'avoir fait venir leur pire ennemi s'installer au nord de leur pays. Voilà, donc chaîne intéressante. Intéressant aussi, évidemment, ça va vous surprendre, mais j'ai reposté sur X le post de Madame Clémence Guettet, donc qui est une militante et députée de la France Insoumise, parce qu'elle a fait une proposition de loi pour sortir de l'OTAN. Et il serait vraiment intéressant qu'on ait un vote sur cette proposition, puisqu'on verrait quels sont les traîtres à la nation française. Aujourd'hui, sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne est une nécessité. Mais surtout de l'OTAN, il faut en sortir immédiatement avant que cet organisme maléfique nous entraîne dans une guerre. Donc voilà, il m'arrive de temps en temps de reposter des posts de la France Insoumise. Économie maintenant, et n'hésitez pas à venir investir en Russie, y venir ouvrir un compte en banque, surtout si vous ne voulez pas vous faire voler votre argent par le régime socialiste, moi c'est ce qui m'est arrivé, mais si vous ouvrez en Russie, tout cela est garanti, vous n'aurez aucun problème. Donc venez découvrir la Russie, venez découvrir ce qu'est une économie de marché qui fonctionne, où tout est propre, où tout est bien organisé, où il n'y a pas d'insécurité. Voilà, c'est la ville de Moscou, 13 millions d'habitants. L'Île-de-France et sa région, l'Île-de-France c'est 12 millions. D'accord. Et imaginez l'Île-de-France où tout est moderne, tout est propre, tout est bien organisé et où il n'y a pas d'insécurité. C'est ça Moscou. Donc venez vite découvrir et profiter des services de Divergence Service. L'or et l'argent sont en train de battre des records et cela a une conséquence, c'est que les réserves de change russes ont battu encore un record. C'est un record là de tous les records depuis la fin de l'URSS, puisqu'on est désormais à 763 milliards, alors équivalent dollars effectivement, puisque grâce aux sanctions en fait la Russie a abandonné des réserves en euros ou en dollars et est passée à des monnaies ou des actifs plus fiables comme le yuan et l'or. Et évidemment, comme l'or est en train de décoller, les réserves de change russes prennent encore plus de valeur. Donc ça je l'avais déjà dit, mais même si vous retirez les 200 milliards que l'Union européenne rêverait de voler à la Russie, on voit que les réserves de change russes sont parmi les plus élevées au monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors donc, comment est-ce que j'estime les réserves de change? En fait, vous allez sur le site de la Banque centrale et vous pouvez estimer les réserves de change de la même manière sur le Fonds du bien-être national, le Fonds souverain russe. Vous allez sur le site du ministère des Finances et là aussi, vous avez une mise à jour. Donc là, généralement, c'est avec un mois de retard. Voilà où on en est par rapport à ça. Également, vous m'avez demandé, parce que j'ai sur X, j'ai mis un post comme
comme quoi le dollar était tombé à 40% des échanges internationaux. En fait, j'avais entendu ça dans une émission à la radio russe, et j'ai essayé de retrouver l'origine, je l'ai pas retrouvé. Ce que j'ai retrouvé, c'était les derniers chiffres qui dataient, donc c'était Bloomberg qui les publiait, ça datait de février 2025, et c'était SWIFT, donc le système de transfert interbancaire, qui avait annoncé que les échanges se montaient à en gros 50%, plus ou moins 2% d'un mois sur l'autre, des échanges internationaux. Donc ça a baissé, mais c'est pas, ça a baissé début 2025, mais en fait je ne sais pas encore, je ne peux pas confirmer ce chiffre de 40% que j'ai entendu. Donc je pense que le chiffre tombera également au mois de février. Donc à ce moment-là, on reviendra vers ça. Ce qui est clair, c'est que évidemment avec les sanctions, avec les menaces, le dollar, bien sûr, la dédollarisation s'accélère, et les réserves, et le dollar en tant que réserve de change, c'est 40% des réserves de change dans le monde. Donc ça a largement baissé par rapport avant. La guerre en Ukraine a été un accélérateur. Les menaces en permanence de sanctions, que ce soit par les républicains ou les démocrates américains, bien évidemment, encouragent les gens à trouver des solutions alternatives, et notamment, tout simplement utiliser les monnaies nationales. C'est ce qu'on voit en Russie, avec l'Inde, avec la Chine, et ce qui d'ailleurs en plus aveugle les États-Unis, puisqu'ils ne peuvent plus savoir qui achète quoi et à quel prix. Donc c'est une excellente chose, et la tendance, quoi qu'il arrive d'ailleurs, quoi que décide Donald Trump, si Donald Trump voulait sauver le dollar, finalement, ce qu'il devrait faire aujourd'hui, c'est lever les sanctions. Alors on est plutôt dans une perspective inverse. Économie toujours, et la réalité confirme ce que nous avions annoncé au sujet du Venezuela, puisqu'il y a une réunion où Donald Trump a annoncé qu'il voulait investir 100 milliards de dollars pour exploiter le pétrole au Venezuela, un pétrole dont officiellement c'est 20% des réserves mondiales, mais en fait on n'en sait rien. C'est les chiffres qui sont annoncés par le Venezuela. En plus, c'est un pétrole compliqué à aller chercher, et puis pour les Américains, évidemment, ce serait bien, pour les compagnies pétrolières américaines, ce serait bien, mais ça ferait baisser les prix du pétrole, et notamment aux États-Unis, puisque le pétrole de schiste coûte cher à l'extraction, et en plus, c'est risqué. Investir au Venezuela, c'est risqué parce que c'est une économie socialiste avec beaucoup de corruption, et ce qui fait que d'ailleurs les Chinois d'ailleurs ont toujours hésité à investir, parce qu'ils avaient peur de se faire voler leur argent. Et là, c'est la même chose qui arrive avec les grands acteurs américains, notamment Exxon, puisque le patron d'Exxon, à la grande fureur de Donald Trump, a dit que c'était risqué et pas tellement intéressant pour Exxon d'investir au Venezuela. Donc là, encore une fois, toutes les projections, notamment chez les droits tardés, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y en a un qui avait sorti? Oui, Trump est en train de gagner la guerre en Ukraine au Venezuela, puisque il va prendre du pétrole, et le pétrole vénézuélien, et ça va faire baisser les prix, et la Russie pourra plus faire la guerre. Non, mais il y en a quand même, il y a des champions chez ces droits tardés. En revanche, là où ça se présente mieux pour Donald Trump, c'est en Ukraine, qui est en train de brader ses actifs, en espérant que les Russes ne viennent pas s'en emparer, puisque à Kirovograd, il y a une mine de lithium. Alors il y en avait une à Shevchenko, mais là les Russes l'ont déjà prise. Alors Kirovograd, c'est sur la rive ouest du Dniepr, donc c'est pour l'instant les Russes n'y sont pas encore, mais il faudra sans doute faire la paix rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que je pense, moi, que BlackRock et les grands investisseurs américains aimeraient bien que la paix arrive rapidement, pour que ça leur permette de voler ce que les Russes n'ont pas encore libéré, les territoires que les Russes n'ont pas encore libérés, donc les mines de lithium, le port d'Odessa, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que on est en train d'assister à non seulement un partage du monde entre la Chine, les États-Unis et la Russie, mais en tout cas à un partage de l'Ukraine entre la Russie et l'administration américaine. Quelques nouvelles intéressantes du point de vue énergétique, et pour la première fois, la Russie, en 2025, aura exporté plus de gaz vers la Chine que vers l'Europe. Et évidemment que la tendance va s'accélérer, parce que la Chine est un client fiable, contrairement aux Européens qui ont d'ailleurs ont laissé faire sauter sans rien dire le gazoduc Nord Stream 1 et la moitié du gazoduc Nord Stream 2. Donc évidemment pour la Russie c'est beaucoup plus intéressant de se tourner vers la Chine. D'ailleurs la décision a été prise et les études ont commencé pour faire Force de Sibérie numéro 2. Et puis il y a l'autre point, c'est que la consommation chinoise d'énergie va continuer à augmenter, parce que la Chine est hyper industrialisée et continue encore à s'industrialiser avec les nouvelles technologies qui nécessitent énormément d'énergie. Donc voilà, c'est tant mieux pour la Chine, tant mieux pour la Russie, et tant pis pour le tiers-monde européen, ou en tout cas l'Europe en voie de tiers-mondisation.
Énergie toujours, et cette fois du côté allemand, déclaration assez intéressante, alors finalement pas si surprenante que ça, puisque le Friedrich Merz, donc qui est le chancelier allemand de la CDU-CSU, a déclaré que ça avait été une erreur de sortir du nucléaire. Voilà. Et que donc on attend des décisions peut-être du retour de l'Allemagne dans le nucléaire. Hein. C'est aussi ce que veut l'Alternative für Deutschland. Donc on voit très bien que la CDU-CSU a une grosse pression sur sa droite par les nationalistes de l'Alternative für Deutschland, qui, comme les nationalistes français, veulent évidemment bénéficier d'une énergie bon marché. Hein. Je rappelle qu'à cause d'Emmanuel Macron et de Madame Borne, nous avons perdu 5 ans, même plus de 5 ans dans la production nucléaire, puisque en fait, et on a fermé Fessenheim. Hein, la gauche bourgeoise a fait fermer Fessenheim par idéologie, parce que le Gaïa pour sauver la planète, en gros, comme c'est toujours plus ou moins des âneries pareilles. Donc voilà. Et bien finalement, il y a un atterrissage, alors brutal. Cette fois, c'est de l'Allemagne, et qui en plus a initié dans toute l'Europe cette campagne antinucléaire qui a forcé les Lituaniens à fermer la centrale nucléaire dont ils avaient hérité de l'époque soviétique. Et puis, dernière nouvelle économique, malheureusement, c'est la France qui se couche. Donc Emmanuel Macron s'est couché sur le Mercosur, et évidemment le Parlement français aussi, puisqu'ils ont refusé de voter la motion de censure. Et puis Emmanuel Macron vient également de se coucher sur la dépense des 90 milliards qui seront... Alors, peut-être, encore, je suis très sceptique sur la quantité exacte d'argent qui sera emprunté sur les marchés à 3-4% pour être donné gratuitement à l'Ukraine pour acheter des armes américaines. Donc Emmanuel Macron a fait semblant de dire non, mais il faudrait aussi acheter des armes européennes. Bon, de manière, on peut pas, il y en a pas, il y en a plus, il y en a quasiment plus. Et par rapport à la quantité, il faut aller taper dans les stocks américains, si tant est d'ailleurs qu'il y en ait. Mais voilà, une fois de plus, on voit très bien qu'au sein de l'Union européenne, la France ne pèse rien, que non seulement c'est une tyrannie dont il faut se sortir, mais qu'en plus, il faut s'en sortir parce que ça a ruiné notre industrie, ça a ruiné notre pays. Politico-diplomatique maintenant, et on parle évidemment de l'Iran. Alors là-dessus, je vous recommande 2 vidéos, absolument, il faut les voir. Celle de Youssef Indy, donc qui retrace en plus un historique d'où vient en fait cette volonté de détruire l'Iran, de la balkaniser, d'organiser une guerre. Hein. Donc je vous laisse découvrir sa vidéo, mais vous avez déjà une petite idée de qui il s'agit, de qui pousse à la guerre. Et puis vous avez également Fabrice Sorlin qui a donné une interview très intéressante. Il connaît bien l'Iran, il est allé plusieurs fois sur divergences politiques. Voilà, je vous recommande ces 2 vidéos. Moi, je vais faire quelques considérations générales puisque je suis pas spécialiste de la zone. Tout d'abord, règle numéro 1, les révolutions fonctionnent dans les pays faibles. Voilà. Louis XVI était faible, la Première République russe était faible, donc elle a été renversée par les bolcheviks. Donc c'est pour ça que ça a marché. En revanche, dans les régimes forts, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs aucune révolution colorée n'a pu fonctionner en Russie, parce que le pays est bien géré, donc il est fort, le pouvoir est fort, et les gens lui font confiance. Donc vous pouvez faire sortir quelques milliers de bourgeois dans la rue à Moscou, ça n'a aucun impact. En revanche, le régime de Yanukovych était faible, et en plus, deuxième règle, il était largement soutenu par l'extérieur, par des forces extérieures. Donc on se souvient de Victoria Nuland qui était sur le Maïdan en train de distribuer des petits pains. Ça, on n'a pas vu ça en Iran. Alors il y avait effectivement des agents du Mossad dûment rétribués en fonction des meurtres ou des commissariats de police incendiés, mais globalement l'infiltration était finalement beaucoup moindre que celle de la classe dirigeante ukrainienne à Kiev au moment de Maïdan. Donc ça, c'est les deux règles qu'on peut retenir, et c'est pour ça que ça ne semble pas marcher. Alors après, je vais quand même être prudent. Je pense que, comme Youssef Indy d'ailleurs et Fabrice Sorlin, que les Américains hésitent à intervenir parce que finalement ça servira à rien. Je rappelle, les Serbes ont été bombardés pendant 78 jours, et à la fin, finalement, Milosevic a obtenu ce qu'il voulait. Donc aux accords de Rambouillet, et l'OTAN a dû renoncer, en tout cas temporairement, à ses prétentions, et puis ça n'a pas provoqué, c'est pas les bombardements qui ont provoqué le départ de Milosevic, c'est arrivé 1 an et demi après, si je me souviens bien. Donc voilà, donc en fait c'est pas parce que vous bombardez que vous allez changer le régime. Ce qui a permis de faire chuter Saddam Hussein, c'est pas les bombardements, c'est même pas la famine qui a tué, je crois, 1 million d'enfants. D'ailleurs, Madeleine Albright en était très satisfaite. Enfants irakiens, c'est le débarquement des soldats américains sur le sol irakien. Or, l'armée américaine ne peut plus refaire ça.
Voilà, c'est pas possible. On peut également souligner qu'en cas de crise donc dans la zone, du côté du détroit d'Ormuz, finalement ce seraient les pays européens qui en souffriraient le plus, puisque c'est par là que passe le pétrole. Et le pétrole donc des pays du Moyen-Orient. Et c'est pour ça que le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont demandé à Washington de ne pas se lancer dans cette opération qui gênerait excessivement le commerce du pétrole, parce que la Russie, le Canada et les États-Unis, eux, ils s'en fichent, ils passent ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Laurent Ozon, avec beaucoup de finesse comme d'habitude. Et dernière considération sur l'Iran, donc Donald Trump a menacé d'une taxe de 25% pour les pays qui continueraient à faire des affaires avec l'Iran. Donc les pays qui font des affaires avec l'Iran, c'est la Russie, qui n'en a absolument rien à faire, puisque ce que les Américains lui achètent, eh bien ils en ont absolument besoin. Donc les 25% seront payés par le consommateur final. Et la Chine, eh bien, a une telle puissance économique qu'on l'a vu, les États-Unis sont absolument incapables de leur mettre la pression pour qu'ils modifient leur politique étrangère. Donc c'est encore des paroles en l'air de Donald Trump. Là où en revanche Donald Trump pourrait être bien plus sérieux, eh bien c'est sur le Groenland, et ça fait très très peur évidemment aux pays européens de l'OTAN, donc qui ont décidé d'intervenir de manière virile. Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir un consulat et puis ils ont envoyé des renforts. Alors comme on le voit sur cette petite carte, il s'agit de quelques dizaines de soldats. Donc je pense pas que ça va effrayer la flotte américaine. Non, il faut bien se rendre compte que si l'armée russe est la première armée de terre au monde et que le soldat russe est incomparablement supérieur au soldat américain, la marine américaine reste la première. Et si jamais ils veulent prendre le Groenland, personne ne les en empêchera. Et il semble que Donald Trump soit extrêmement motivé, puisqu'il a même répondu que si ça plaisait pas aux Groenlandais, eh bien il en avait rien à faire, c'était leur problème. Et j'ajouterais que ce qui est intéressant, c'est qu'en mars 2025, vous avez eu donc la conférence internationale de l'Arctique qui a eu lieu à Mourmansk, dans le Grand Nord russe, d'où vient mon épouse d'ailleurs. Et donc il y a eu cette réunion, et dans son discours, donc au moment de la session plénière, Vladimir Poutine a expliqué pourquoi les Américains avaient des prétentions sur le Groenland, que c'était pas nouveau, que ça avait commencé en 1860, et puis ensuite après la Seconde Guerre mondiale, etc. Et en disant qu'ils comprenaient la position américaine. Donc ça ressemble quand même à un feu vert, et ça ressemble encore une fois à un partage du monde, à quoi nous assistons. Vous avez trois grands acteurs, la Chine, la Russie et les États-Unis, et puis un acteur qui est en train d'émerger, qui est l'Inde, et puis le reste c'est des personnages non joueurs, comme disent les joueurs de jeux vidéo, ce que je ne suis pas. Voilà, puis ce qui est aussi amusant, qui montre à quel point les pays européens sont impuissants, c'est que le Danemark, donc qui pour l'instant contrôle plus ou moins le Groenland, eh bien pourrait utiliser ses F-16 pour protéger le territoire groenlandais, sauf que eh bien ils les ont tous donnés à l'Ukraine. Voilà. Donc, ce qui est c'est pas mal aussi. Le Joe Biden, donc l'administration américaine de Joe Biden a entraîné l'Europe dans la guerre contre la Russie, a contraint, parce que c'était sous la pression, à livrer des armes à l'Ukraine, notamment des F-16, et puis l'administration américaine suivante décide de s'attaquer à un pays de l'OTAN, donc et de l'Union européenne, et ce pays de l'OTAN, le Danemark, n'a plus d'avions pour protéger son territoire. En ce qui concerne l'Ukraine, eh bien les négociations continuent. Donc on a annoncé avant la fin du mois la visite de Witkoff et de Kushner, donc à Moscou, pour rencontrer leurs homologues russes, sans doute rencontrer également Vladimir Poutine. On sait que Witkoff s'entend très bien avec Vladimir Poutine, et réciproquement. Il y a eu des déclarations assez intéressantes du côté du représentant des États-Unis auprès de l'OTAN, qui a dit qu'on était à ça d'un accord final. Alors c'est pas la première fois qu'on l'entend, faut être prudent. Et puis vous avez Donald Trump qui vient de déclarer que finalement Zelensky n'avait qu'une seule carte, c'était Donald Trump. Une seule carte à jouer, et puis que si les négociations n'avançaient pas, c'était de sa faute. Évidemment, Zelensky, encore une fois, la trêve, et puis ensuite la paix, ça correspondra au retrait de l'armée otano-kievienne de tous les nouveaux territoires russes. Et sans compter en plus après de ce qui va être obtenu par la Russie, la décentralisation, la dénazification, donc la fin de la démilitarisation, et la fin donc des persécutions contre les orthodoxes et contre les russophones. Et ce qui est aussi intéressant dans le cas du dossier ukrainien, c'est que de plus en plus, on entend des responsables politiques dire qu'il faudrait peut-être discuter avec la Russie. Forcément, quand vous avez perdu la guerre, il vaut mieux discuter avec le vainqueur, en espérant que la punition soit pas trop grave. Donc on a d'abord eu Emmanuel Macron, ensuite on a eu Madame Meloni, et maintenant même Friedrich Merz,
lui dit qu'il faut discuter avec la Russie, qui est un pays européen, souligne-t-il. Donc là, évidemment, je pense que, encore une fois, l'effet de l'efficacité de l'armée russe sur le terrain et puis la campagne, on va en parler tout à l'heure, de bombardement dans la profondeur sur les infrastructures énergétiques ont été décisives. Et pendant ce temps-là, eh bien, la classe politique ukrainienne continue à être épurée. Alors cette fois, le Nabou ne s'est pas occupé des proches de Zelensky, mais de Yulia Tymoshenko. Donc Yulia Tymoshenko, c'était la princesse du gaz. C'est un vestige de la vie politique ukrainienne, extrêmement corrompue, mais très courageuse, il faut le reconnaître. Elle aurait pu s'enfuir au moment d'Yanukovych qui voulait la mettre en prison. Elle ne s'est pas enfuie, elle est restée, elle a fait de la prison, elle a été libérée au moment de Maïdan. Mais elle n'a pas trouvé, on peut dire, de second souffle dans sa politique. Et puis, a priori, elle a recommencé à faire des magouilles et à être corrompu, et donc le Nabou, avec des preuves qui semblent difficilement niables, lui a mis la main dessus. C'est, encore une fois, l'Ukraine as usual. Et enfin, pour finir sur le politico-stratégique, eh bien, la présidente moldave, donc, qui a été élue après des élections truquées, grâce toujours à la diaspora, donc Madame Sandu, a déclaré qu'elle n'était pas contre l'unification de la Moldavie avec la Roumanie. C'est vrai qu'une bonne partie de la Moldavie, en fait, est roumanophone, mais la question, c'est qu'en fait, les Moldaves n'en ont pas tellement envie. Alors, pourquoi est-ce que Madame Sandu a annoncé ça ? Je pense que dans le cadre d'une perspective de guerre, encore une fois, dans toute l'Union européenne, eh bien, on parle de guerre pour tenir les populations, mise sous stress vital, comme dirait Laurent Ozon. Eh bien, c'est parce que dans ce cas, la partie de Transnistrie, donc qui elle n'est pas roumaine, eh bien, ferait sécession. Et la Moldavie-Roumanie pourrait finalement abandonner cette partie, et ça donnerait un prétexte à l'armée otano-kievienne d'envahir la Transnistrie précisément. C'est là le sens que je vois dans cette déclaration, parce que, encore une fois, d'après les informations que j'ai, en temps normal, une majorité des Moldaves n'ont pas envie de rejoindre la Roumanie. C'est pas quelque chose qui les intéresse particulièrement, surtout ceux qui vivent en Moldavie. Je rappelle que sans le trucage des élections par la diaspora, eh bien, Madame Sandu précisément aurait perdu le pouvoir. Terrorisme maintenant, et la guerre sous-marine totale qui a été lancée par l'Angleterre, eh bien, continue. Les Anglais, avec leur proxy Kieviens, ont en effet attaqué des tankers au large des côtes russes dans la région de Novorossiysk, sauf que c'était des tankers qui appartenaient au Kazakhstan et aux Américains, à Chevron notamment. Donc ces tankers se dirigeaient vers le terminal du consortium du pipeline de la Caspienne, CPC, en mer Noire. Voilà. Et sachant que 80% du pétrole kazakh utilise ce trajet. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, donc c'est la guerre sous-marine totale, on n'en a plus rien à faire, de toute manière c'est perdu, on y va à fond, à l'allemande, Première, Seconde Guerre mondiale, c'est toujours la même chose, c'est le début de la fin, généralement quand on commence ça, et donc ils l'ont pas fait exprès, et ils vont faire attention la prochaine fois, soit vraiment, c'est en fait ils n'en ont plus rien à faire, et perdu pour perdu, eh bien, tant pis, on frappe les bateaux américains, Chevron, et dans le consortium en plus qui exploite le pétrole, il y a également Exxon. Donc ça devrait avoir des conséquences, et je pense que ça va pas trop plaire à Donald Trump. Armement maintenant, et donc on va parler de l'Oreshnik, donc qui n'a aucun équivalent dans le monde. Donc je rappelle, dans la doctrine russe, depuis mars 2021, c'est un échelon intermédiaire dans la dissuasion, et c'est un échelon de dissuasion non nucléaire. C'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ça même Emmanuel Macron, ou plutôt ceux qui lui écrivent ses discours, l'ont compris, puisque dans ses vœux aux armées, il a expliqué que la France devait s'équiper d'un système équivalent qui s'ajouterait à la dissuasion nucléaire française. Ben voilà, donc on y est. Donc là-dessus, donc l'Oreshnik, bien que la propagande d'Ukraine nous explique que c'est un vieux truc soviétique, des vieux trucs soviétiques, on aimerait bien en avoir comme ça chez nous, comme l'a dit Emmanuel Macron. Et le problème qui a été souligné dans Die Welt, le journal allemand, c'est que les systèmes allemands, même les plus modernes, comme le Arrow 3, eh bien, sont incapables d'arrêter ces missiles hypersoniques. Donc il y a une espèce d'atterrissage, on commence finalement à devenir réaliste. Armement toujours, peu importe que les Russes aient l'Oreshnik, puisque les Anglais vont fournir à l'Ukraine un missile pas cher, puisqu'ils ont lancé un appel d'offres. Donc, en fait, c'est le deuxième qu'ils ont lancé. Le premier n'a pas abouti. Alors, je crois que le premier, le missile devait coûter 500 000 livres sterling, et là, ils ont monté à 800 000 livres sterling. Donc, ça devient quand même, pour un missile pas cher, ça devient de plus en plus cher. Et là encore une fois, on est dans les pathologies du perdant, où on rêve d'une arme magique, d'une armée magique. Tout ça, vous le connaissez bien, c'est le fameux moment bunker. Armement encore, et cette fois communication, transmission, puisque la question se pose de savoir si les Iraniens ont réussi à bloquer tout ou partie de Starlink.
Alors, il y a plusieurs articles, y compris dans la presse américaine, qui le disent. Alors moi, je suis assez sceptique. Quand on voit le système de fonctionnement de Starlink, c'est très compliqué. Cela dit, dans la mesure où les Iraniens tiennent le pays, c'est peut-être qu'ils ont peut-être une solution, peut-être aidée par la Chine, qui n'est pas applicable sur la ligne de front. Sur la ligne de front, il y a le système Starlink. En fait, il y a eu quelques tentatives, mais pour l'instant, visiblement, c'est pas brouillé. Bon, après, il y a peut-être aussi une autre raison sur la ligne de front en Ukraine, j'entends bien, c'est que les Russes utilisent Starlink également. En fait, il n'y a pas d'équivalent. Les Russes sont en train de mettre en orbite leur propre système, leur propre constellation, mais elle n'est pas encore prête. Elle devrait être prête normalement en 2026. Après, on verra une fois que donc les Russes auront leur propre système, s'ils sont capables de brouiller Starlink pour l'armée otano-kievienne. Et enfin, dernière information sur l'armement. Alors ça, c'est dans le New York Times, donc ce n'est pas un agent russe. Vous vous souvenez, au moment de l'opération de kidnapping de Nicolas Maduro et de son épouse au Venezuela, le secrétaire à la défense Pete Hegseth, américain, avait dit que les systèmes russes n'avaient pas fonctionné. Visiblement, ça ne marchait pas très bien. Alors évidemment, tout de suite, c'est sur LCI, ça a été une explosion de joie. Bon, en fait, l'article du New York Times, plutôt bien documenté, qui interviewe pas mal de spécialistes, qui explique qu'en fait, ils n'étaient même pas allumés. Ils n'étaient même pas branchés. Donc eux, l'explication qu'ils donnent, c'est que les Vénézuéliens sont mal formés, que de toute manière, encore une fois, c'est un système socialiste en bout de course, donc il n'y a rien qui fonctionne. C'est peut-être une solution. Et les radars chinois, non plus, ils avaient acheté des radars chinois, ils n'étaient pas allumés non plus. Bon, l'autre solution, c'est qu'aussi c'est la corruption. Et que, comme on le suppose, encore une fois, je répète, le général qui a chargé de la protection du président a été arrêté, sans doute qu'il y a de l'argent qui a été distribué, et puis voilà, et puis ils ont trahi. Et évidemment, Washington, pour se faire mousser, nous explique qu'ils ont utilisé une arme spéciale au micro-ondes, etc. L'arme spéciale qu'ils ont utilisée, c'est ce que utilisent remarquablement toujours Tel Aviv et Washington, c'est la corruption, c'est les valises de billets. Ça, ils savent faire. La guerre, c'est plus compliqué. Mais ça, sinon, distribuer des billets et corrompre les élites, ils savent faire. Empire du mensonge et tout de suite le Maman Bunker. Et une fois de plus, c'est bien, comme on approche donc de la victoire russe, le Maman Bunker, ça va être un mouvement bunker inverse, c'est-à-dire quand quelqu'un sort la tête du bunker pour prendre l'air et commence à expliquer ce qui se passe vraiment. Et là, je tiens à tirer mon chapeau à Sylvie Berman. Donc Sylvie Berman a été notre ambassadeur de France en Russie. Elle a été très appréciée par les Français comme par les Russes, il faut bien le dire, beaucoup plus que son successeur, l'inutile Pierre Lévy. Bon, déjà, en fait, elle, c'était un poids lourd de la diplomatie française. Elle était passée, elle avait fait Londres, elle avait fait plusieurs postes extrêmement importants. Les États-Unis aussi, je crois, si je me souviens bien. Donc, on était dans la politique classique de la diplomatie française de mettre un poids lourd. Je l'avais dit, Pierre Lévy, lui, son meilleur poste, c'était la Pologne. Donc ça avait dû être sans doute fait exprès d'ailleurs pour un geste de mépris vis-à-vis de la Russie, d'envoyer quelqu'un qui n'était passé ni par l'ONU, ni par les États-Unis, Washington ou Londres ou Pékin, ou enfin les grandes ambassades. Voilà. Donc elle est intervenue devant une commission sénatoriale et elle a expliqué que la seule chose que faisaient aujourd'hui en Ukraine les Européens, c'était de ralentir la défaite. Plus récemment, dans un tweet d'une Ukrainienne qui réside à Washington, souvent elle est accusée d'être pro-russe, mais face à elle ou un dialogue qu'elle avait, elle disait en réalité les Européens ne peuvent que aider l'Ukraine à perdre plus lentement, ce qui est tragique. Ben oui, mais ça correspond effectivement à la réalité. On sait que l'Ukraine ne peut pas gagner, qu'elle ne peut pas récupérer les territoires et qu'il y aura des concessions inévitables. C'est stupéfiant ce que vous avez dit. L'Europe ne peut qu'aider l'Ukraine à perdre un peu moins vite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être arrêter et puis qu'il faudrait peut-être avoir une petite défaite tout de suite plutôt qu'avoir une grande défaite? C'est-à-dire qu'elle a compris, elle le sait. Elle l'explique et visiblement les parlementaires avaient l'air assez conquis par cette explication que en fait la Russie a gagné. Comme vous vous souvenez, pourquoi la Russie a gagné. Donc ça, maintenant, ce qui est important, c'est que les parlementaires l'ont compris. La Russie a gagné. Tout ce que peut faire l'Union européenne, surtout que maintenant que Washington cesse de payer,
c'est de retarder le moment de la défaite, en espérant un miracle, en espérant que ça arrive après 2027 pour la France, que ça tienne jusqu'au mi-terme, que ça tienne, on ne sait pas trop jusqu'à ce que Donald Trump soit remplacé par un président démocrate, qui d'ailleurs à mon avis fera la même chose que Donald Trump en ce qui concerne l'Ukraine. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça assez quand même important, et je pense que plus on va y aller, plus on va avoir de moins en moins de moments bunker où on croit à l'armée magique, on croit aux armes magiques, etc., etc. On va être de plus en plus vers une prise de conscience réaliste que la Russie fait ce qu'elle veut parce qu'elle a gagné la guerre. Considération générale maintenant, comme vous savez, je suis toujours très prudent sur les chiffres des pertes. Je pense qu'on les connaîtra de part et d'autre uniquement après la guerre. La seule chose que je cite, c'est les chiffres dont on est certain. Donc, par exemple, les rapports que les Russes restituent en gros 60 fois plus de corps aux Ukrainiens à l'armée ukrainienne que l'armée ukrainienne restitue de corps russes à l'armée russe, des choses comme ça. Et là, il y a des chiffres extrêmement intéressants qui nous ont été donnés par le nouveau ministre de la Défense kievien, qui s'appelle Mikhail Fedorov. En plus, c'est un nom typiquement russe, c'est amusant, c'est vraiment les mêmes, quoi, de part et d'autre. Et donc, il a annoncé il manquait en fait 2 millions de personnes mobilisables dans l'armée, et qu'il y en avait, je crois, entre 200 et 300 000 déserteurs, disons que 200 000. Donc, c'est-à-dire, quand on nous explique que l'armée, le peuple ukrainien résiste et veut se battre, non, le peuple ukrainien, quand il y va, c'est qu'il est contraint. Ceux qui voulaient se battre, comme dirait Boudanov, maintenant qui est le chef de cabinet de Zelensky, ils sont morts en 2022. Donc maintenant, ceux qui y vont, à 90%, c'est des gens qui y vont sous la contrainte. Et ça tient parce que Kiev est une dictature. Et la réalité, c'est qu'en fait, beaucoup n'y vont pas. Et donc, il manque 2 200 000 Ukrainiens qui devraient être mobilisés dans l'armée ukrainienne. Donc ça aussi, c'est un signe quand même de la fin. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Défense kievien. Attention. Armement toujours, et on reparle de l'Oreshnik. Donc je tourne mon bulletin le jeudi et je le publie le vendredi matin. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans le dernier bulletin, mais effectivement, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a une semaine, les Russes ont utilisé l'Oreshnik. Donc, 2 considérations. La première, donc on sait maintenant qu'ils ont tapé sur un aérodrome, vraisemblablement sur une usine de maintenance de l'aviation. Je pense qu'au-delà de la cible qui a été détruite, je pense que les Russes voulaient bien montrer qu'ils pouvaient frapper où ils veulent et quand ils voulaient. Et en plus, vraisemblablement, Washington était au courant puisqu'ils avaient donné la recommandation aux ressortissants de tous quitter l'Ukraine. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que finalement, au début, on a cru que les Russes avaient frappé le réservoir de gaz, le stockage de gaz le plus grand d'Europe, qui se trouve dans la région de Lvov, et je crois qu'à l'intérieur duquel il y a également du gaz allemand qui est stocké, 30% je crois. Donc les Russes n'ont pas frappé ce réservoir, mais ils ont montré qu'en fait, ils pouvaient le frapper et que personne ne pouvait arrêter l'Oreshnik. Donc je pense que le message, c'est ça. Et il faut bien comprendre que cette nuit de bombardement, l'important, c'était pas forcément le tir d'Oreshnik, sauf pour le message, mais du point de vue de l'efficacité, ça a été la vague qui s'est abattue sur les infrastructures énergétiques, notamment autour de Kiev. Et là, les dégâts qui ont été causés sont quasiment irréparables. En tout cas, c'est ce que dit DTEK, qui est l'équivalent de l'EDF kievien. Et je pense que c'est l'effort principal russe, un des efforts principaux, russes, en tout cas dans les frappes dans la profondeur, c'est que le régime otano-kievien passe le plus mauvais hiver possible pour qu'il puisse plus produire des armes, pour qu'il puisse plus approvisionner et faire fonctionner les lignes logistiques, puisque je rappelle encore une fois, les trains ukrainiens fonctionnent essentiellement à l'électricité, dans leur très large majorité. Voilà un peu comment il faut interpréter ça. Et en tout cas, a priori, c'est pas la dernière utilisation de l'Oreshnik qu'il devrait être utilisé, peut-être d'ailleurs, dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors évidemment, sur les chaînes de télévision occidentales, notamment les chaînes de télévision du régime d'Emmanuel Macron, on attire notre attention sur ces pauvres Ukrainiens. Et c'est vrai. Et on ne peut que le déplorer, qui meurent de froid, qui vont être obligés d'aller se réchauffer ailleurs, de migrer, tout ce que vous voulez. C'est la même chose qui se passe dans la région de Belgorod. Les otano-kieviens font exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a eu 500 000 habitants de cette région qui est frontalière, donc au sud de la Russie et au nord de l'Ukraine. Il y a eu 500 000 personnes qui se sont trouvées également sans chauffage, sans électricité, parce que Kiev a frappé les infrastructures énergétiques. Mais la différence, c'est que les moyens de Kiev sont extrêmement limités, donc il ne peut frapper que vraiment dans la profondeur immédiate. Belgorod est à 30 km de la ligne de front, peut-être un tout petit peu plus. Et donc là, évidemment, les otano-kieviens peuvent frapper à cette distance-là. Frapper Moscou, pour l'instant, ils en sont
incapable. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème de chauffage ni d'électricité, qu'on d'ailleurs on ne ressent pas la guerre lorsqu'on est à Moscou. C'est tout simplement parce que l'OTAN n'a pas les moyens de nous atteindre. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc les frappes dans la profondeur, j'en ai parlé. Un coup d'Orechnik sur Vov. Le système énergétique autour de Kiev détruit. Très dur à réparer. Et puis également, les Russes ont frappé sur la poste de Kharkov. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est assez intéressant. Ça montre encore une fois l'amateurisme côté otano-kievien, puisque les Russes ont su que la poste de Kharkov est un objectif, puisque un volontaire britannique s'est vanté d'avoir reçu du matériel. Alors donc, il a attiré évidemment la foudre sur la poste, qui a brûlé, et après il s'est plaint sur les réseaux sociaux que les Russes avaient brûlé la poste. Donc, une fois de plus, on avait vu ça, si vous vous souvenez, également à Lvov, dans une zone industrielle inaugurée par Sadovoy, le maire de Lvov, en montrant que, eh bien, il y avait du matériel militaire qui était produit. Donc évidemment, le missile russe n'avait pas tardé à suivre. De leur côté, les otano-kieviens ont frappé en mer Caspienne, donc ici c'est la mer Noire, ici c'est la mer Caspienne, des plateformes pétrolières de Lukoil. Donc on ne sait pas trop si les dégâts sont importants. A priori, non. Voilà. Donc là aussi, ça peut être considéré comme la guerre sous-marine totale lancée par les Britanniques. Passons maintenant sur la ligne de front. Le front est très actif dans la région de Zaporozhye. J'ai très peu modifié la carte, donc on voit là les Russes ont progressé vers Novoboïkovskoye. Ici, je vais pas trop modifier la carte parce que j'attends d'en être sûr, mais là l'armée russe avance extrêmement vite, vraisemblablement. Les réserves que Syrski, le général kievien, a envoyées, notamment dans la région de Kupiansk, ou à l'ouest du front ici, eh bien, il les a prélevés là, et ce qui fait que les Russes en profitent pour avancer. Donc là, l'avancée se fait de plus en plus rapidement. Les Russes poussent également au sud d'Orekhovo, mais ça ne se voit pas trop sur la ligne de front. Les Russes continuent à avancer à partir de Gouliapol, donc ils ont repoussé plusieurs contre-attaques et se sont emparés des localités de Zelione ici. Ils ont pénétré dans Oleno-Konstantinovka ici et ont pris la localité de Prilouki à cet endroit-là. Donc là aussi, même si ça avance moins vite, ça continue toujours à avancer en direction de Zaporozhye. Les combats continuent ici sur toute la ligne de front, mais pas d'avancée significative, sauf du côté de Konstantinovka, où là, les Russes ont avancé au sud de la localité, et donc se sont quasiment emparés de la petite localité de Berestok et de Ilenovka à cet endroit-là, donc qui leur permettrait évidemment de resserrer la pince autour de ce nœud stratégique qu'est Konstantinovka. Après Konstantinovka, les Russes pourront avancer tranquillement jusqu'à Kramatorsk. Les Russes continuent à pousser également vers Rai-Alexandrovka, mais la ligne de front n'a pas été sérieusement modifiée. Les Russes continuent d'organiser l'encerclement opératif de Liman en détruisant les ponts le long de la rivière Severodonetsk à cet endroit-là, et ont réussi une belle poussée. Alors c'est pas très clair s'ils se sont complètement emparés de Yaroraya à cet endroit-là, mais en tout cas ils ont pu avancer jusqu'à Svetogorsk, qu'ils avaient pris déjà en 2022, où il y a une très belle lore d'ailleurs à cet endroit-là. Donc et surtout ils ont avancé avec beaucoup de facilité. Sans doute les troupes otano-ukrainiennes se sont enfuies. Là aussi des réserves ont dû être prélevées par Kiev pour être envoyées ailleurs. Les Russes ont également consolidé leur position sur Sosnovo ici et sur Alexandrovka à cet endroit-là qu'ils ont prise. Plus au nord, les combats continuent. Finalement, ici, les Russes n'ont pas encore complètement nettoyé la rive gauche de la rivière Oskol, ici. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés à Borovaya, qui est l'objectif principal. Plus au nord, toujours les combats autour de Kupiansk. A priori, c'est les Russes qui ont repris l'initiative. Bon, j'ai pas bougé la ligne de front parce que c'est vraiment le brouillard de la guerre. A priori, oui, les Russes ont vraiment pris Podoli. Mais là aussi, j'attends d'en être certain pour liquider définitivement. Plus au nord, les Russes consolident leur position et avancent au sud de Volchansk, mais là pareil, ça ne se voit pas vraiment sur le terrain. Pareil à Soumy, les Russes continuent leur progression et Kiev semble en mauvaise posture. Et puis le ministère de la Défense a confirmé la prise de Kamarovka à cet endroit-là, mais il est difficile de dire si c'est dans la perspective d'une offensive donc au nord de l'Ukraine qui irait de nouveau vers Kiev, ou si c'est juste pour attirer des réserves otano-kieviennes. Je retire la ligne de front de la semaine dernière, voilà où nous en sommes le jeudi 15 janvier 2026.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, inscrivez-vous sur tous nos réseaux et surtout abonnez-vous à la lettre d'information. Allez, jetez un petit coup d'œil sur la cagnotte de ma femme, ça me fera plaisir. Et puis donc à nos abonnés dont on a retrouvé les adresses email, je leur donne rendez-vous samedi pour la conférence privée. En tout cas, comme vous le voyez, je ne suis pas dépressif, je ne suis pas abattu, je continue à me battre et je vais gagner, je vous assure. Vous allez voir, 2026, ça va être une année avec plein de surprises. Donc tenez bon, courage, on les aura.